Autopsie d'un génie. Ces lettres de Paris ne sont pas banales. Fais-moi passer la grammaire chinoise, cela me distraira un peu, j'en ai bien besoin. Je sais ma grammaire persane sur le bout du doigt. Je suis le cours syriaque, hébreu et chaldéen au Collège de France. J'ai déjà gagné les bonnes grâces de M. Audran, notre professeur. Comme c'est moi qui suis le plus fort, je fais la leçon lorsque M. Audran ne peut pas. J'ai sué sang et eau à débrouiller l'Éthiopien et j'y suis parvenu. J'ai étudié ses rapports avec l'hébreu et avec l'arabe, et je suis à même de le traduire avec beaucoup d'aisance. Je ne rêve que copte et égyptien. J'ai fait une grammaire, des tables de concordance de dialecte, copié des textes, etc., etc., etc. Ouf, pourrait-on dire. Un brin d'histoire va faire basculer notre génie de Champollion. Un grand merci à Napoléon, qui envoya tous les savants au Caire, qui revinrent porteurs d'une masse de documents qui fera merveille à une Europe ébahie, devant une civilisation grandiose, mystérieuse et muette. Et la découverte à Rosette, dans le delta du Nil, d'un fragment en granit noir d'une stèle ptolémaïque remontant au IIe siècle avant Jésus-Christ, portant 3 versions du même texte, l'un en grec, le deuxième en démotique et le dernier en hiéroglyphe. On pensa donc qu'une fois en France, le déchiffrement pourrait être fait par les spécialistes de l'école des langues orientales. Tous les savants étaient en alerte, mais notre petit génie cogitait dans son coin et dans sa chambre. Pourtant, dans Paris court un bruit. Vous y croyez, vous, à cette pierre de Rosette? Vous plaisantez, encore une farce de savant. Il paraît pourtant que ce Champollion a parfaitement déchiffré l'écriture égyptienne. Pensez-vous, on peut bien nous en raconter tout ce qu'on veut. Évidemment, nous ne pouvons pas contrôler. Non, non, croyez-moi, tout cela n'est pas sérieux. La preuve, tenez, c'est que l'Académie de France ne s'est pas gênée pour repousser la candidature de ce jeune présomptueux. Non mais voyez-vous ce blanc-bec de 32 ans, siégeant parmi les membres vénérables de cette illustre compagnie? N'empêche que le roi Louis XVIII a fait présent d'une boîte en or enrichie de son chiffre en diamant. Ah, la belle affaire! Et c'est nous qui payons! Quelle époque! C'est ainsi que la découverte sensationnelle de Champollion ne rencontre d'abord qu'incrédulité, scepticisme et ironie. L'Académie de France refuse à Champollion le droit de siéger parmi ses membres. Elle ne lui accordera de siéger que bien plus tard, le 7 mai 1830, 2 ans avant sa mort. Mais quel charabia ce langage! La plus ancienne langue du monde connue est la langue de l'Église chrétienne d'Égypte sous le nom de copte et d'origine grecque. C'est une langue figurative représentant les hommes, les animaux, les plantes, les objets, etc. Tous ces signes étaient phonétiques et servaient à déterminer le sens verbal et se plaçaient à la fin de chaque mot. Cette écriture est dite hiéroglyphique. Par la suite, les scribes ont transformé cette écriture en écriture hiératique, par simplification des figures. Au fil du temps, tellement simplifiée qu'elle devient démotique, c'est-à-dire très populaire. Le christianisme utilisa la langue copte et écrasa toutes les autres écritures graphiques. Les hiéroglyphes furent ainsi condamnés et disparurent pendant 1500 ans. Le système hiéroglyphique se résume ainsi, c'est un système complexe, une écriture tout à la fois figurative, symbolique et phonétique, dans un même texte, une même phrase, voire presque dans le même mot. Champollion va pouvoir explorer toutes les dimensions de cette écriture, qui omet les voyelles, ne sépare ni les mots, ni les phrases, mais compte des masculins et des féminins, des singuliers et des pluriels, des pronoms, des suffixes et des adjectifs qui s'accordent en genre et en nombre. Quel génie! Ça tombe du ciel! Et Jean-François Champollion n'a pas posé encore un doigt de pied en Égypte. C'est à cette époque que Jean-François adopte le surnom de Saguir, qui signifie en langue arabe le cadet, le puîné. Il se donne ce surnom par déférence affectueuse envers l'aîné, qui, de plus en plus, étend à Grenoble sa réputation de savant et dont il est à la fois le disciple et le fils spirituel. C'est un peu comme s'il signait « ton petit ». La postérité adoptera ce touchant rappel du grand frère et nommera le découvreur des hiéroglyphes Champollion le Jeune. En témoignage de sa gratitude et de son affection, Jean-François allait offrir à son aîné une réussite totale, magnifique et vertigineuse.